Bonjour. C'est un bonjour qui sert aussi à régler j'allais dire le volume. Il faut qu'on m'entende assez, mais pas trop. Donc est-ce que ce niveau de volume convient? Est-ce qu'on m'entend au fond? Merci Baptiste pour cette invitation qui m'honore et qui me procure un grand plaisir. Je me réjouis vraiment, non pas seulement de donner la conférence qui va suivre, mais aussi de participer à l'ensemble des 2 journées. Et merci aussi à vous tous, par avance pour votre indulgence, peut-être même pour votre patience, mais aussi, je souhaite au fond, pour votre impatience, qui est toujours l'indice à la fois d'une envie d'achèvement ou de parachèvement, et celui de l'insatisfaction que cet achèvement ne soit jamais réalisé tout à fait, qui pourrait le prétendre en effet. Mais j'espère au moins que les pistes qu'on aura annoncées ici, et peut-être commencer de suivre, vous seront apparues bien orientées, novatrices et prometteuses. Dans cette conférence, je ferai référence à d'assez nombreux auteurs et à d'assez nombreux ouvrages, et pour la commodité et pour la fluidité, je donnerai très peu de citations, mais la version écrite de mon texte comportera bien sûr toutes les références bibliographiques auxquelles vous pourriez vouloir vous reporter. Cette conférence, je lui ai donné un titre sans doute énigmatique, si ce n'est pour ceux d'entre vous qui seraient familiers de la phénoménologie de Michel Henry. Le management, épreuve charnelle. Mais ce n'est pas une facétie. C'est bien plutôt parce que je conçois que ce de quoi il retourne, dans le management comme dans la vie en général, que ce qui est engagé en toute première instance et en toute première urgence, est bien ce que Henry appelle la chair. Donc voyons maintenant comment. Donc le management, épreuve charnelle. Avec votre permission, je vais tomber la veste parce qu'il fait finalement assez chaud ici. Et je gage que ça ne va pas changer dans la journée. Si vous aviez défini un champ de recherche à partir du seul diptyque civilisation et barbarie, le projet aurait été passionnant, mais il nous aurait renvoyé à un domaine philosophique qui a déjà donné lieu, et depuis longtemps, à de très nombreuses investigations. Ça ne signifie d'ailleurs pas qu'il n'ait plus d'intérêt, ce champ de recherche, mais je ne suis pas certain d'avoir eu moi-même grand-chose à y ajouter. Si au contraire vous étiez parti d'un autre diptyque possible, management et barbarie, vous auriez renvoyé à quelque chose comme l'ère du temps, ou à une réflexion commune, ou à une sorte de rumeur philosophique, si j'ose cet oxymore, consistant à penser que ce qu'on a coutume d'appeler le management, d'un point de vue d'ailleurs le plus souvent complètement extérieur à lui, reviendrait bien, peu ou prou, à de la barbarie. La barbarie du borborigme, du bafouillage dont parle Platon dans La République, et que vous citez très à propos, cher Baptiste, dans votre appel à communiquer. En effet, le management se présente, est présenté, aussi bien d'ailleurs par ceux qui en parlent sans savoir, que par ceux qui en parlent en se croyant fondés à le faire, comme comporté dans une sorte de nuage lexical assez mal fixé, on en plaisantait Ghislain en arrivant ici, équivoque en diable et diffusé dans une sorte de créole, de vague anglais déconcertant. Et comme finalement personne n'y comprend rien, notamment pas la plupart de ses utilisateurs, c'est en tout cas ce que je pense, le soupçon grandit. Les managers formeraient en réalité une secte procédant d'une idéologie assez caractérisée, dont la finalité, calculée ou non, serait en gros l'assèchement des ressources naturelles et
à coup sûr calculé, elle, l'exploitation à outrance des ressources humaines. Cette secte, prétendue, à qui revient d'ores et déjà le pouvoir réel dans et sur nos sociétés économiquement développées, à ce que j'entends un peu partout, est par ailleurs réputée apatride, n'ayant d'intérêt qu'à son seul profit égoïste ou à celui des actionnaires dont elle serait l'un des principaux tentacules, et procédant, pour affirmer et confirmer son pouvoir, par la répétition de mots d'ordre, d'énoncés automatiques et d'arguments d'autorité. Vous avez travaillé vous-même, sans doute nombreux ici et dans ce cadre, en 2013, en octobre 2013, sur Hannah Arendt. Vous-même, Baptiste, reprenez d'ailleurs dans votre essai paru l'année dernière, Au fondement du management, théologie de l'organisation, une problématique du fameux ouvrage de Arendt, La condition de l'homme moderne, proche de celle que j'évoque ici. Je vous renvoie donc aisément à ce que Arendt dit de cette langue machinale, cette langue stéréotypée, cette langue de slogan, par opposition à ce qu'elle appelle la langue maternelle, et qui est ni plus ni moins, dit-elle, par exemple dans ses entretiens avec Günter Gauss, que la langue du totalitarisme, c'est-à-dire une langue de signes, et même une langue de signaux, qui détermine un milieu de très basse densité ou intensité intellectuelle, et qui est en gros celui du premier genre de connaissance chez Spinoza. Remarquerait Deleuze, c'est-à-dire ce que les barques peuvent savoir de l'océan en étant ballottées par lui. Une langue managériale ou anti-managériale, c'est ce que nous allons essayer de déterminer justement. Machinale selon Arendt, une langue qui ne ménagerait aucun recul pour la délibération, une langue sans hésitation, serait aussi la langue que Spinoza appelle prophétique. C'est dans le chapitre 2 de son traité théologico-politique. Les prophètes n'étaient pas certains, là je cite exceptionnellement Spinoza, les prophètes n'étaient pas certains de la révélation divine, dit-il, par la révélation elle-même, mais par quelques signes, comme on peut le voir dans la Genèse, chapitre 15, verset 8, où Abraham, après avoir entendu la promesse que Dieu lui faisait, lui demanda un signe. Cela est plus évident encore pour Gédéon. « Fais-moi, dit-il à Dieu, un signe, afin que je sache que c'est toi qui me parles. » Tout cela fait donc bien voir, conclut Spinoza dans ce chapitre 2 du traité, que les prophètes ont toujours eu quelques signes qui les rendaient certains des choses qu'ils imaginaient. Alors, c'est un petit détour que je continue à l'instant, quelques instants, parce qu'on voit au passage l'effort et le pari véritablement révolutionnaire d'un Descartes lorsqu'il instaure le doute, c'est-à-dire ce qui définit l'espace délibératif par excellence, en tant que principe même de la connaissance. Il ne s'agit pas seulement de révoquer les prétendus savoirs scolastiques, mais bien d'une tentative de sa part prométhéenne de renverser une structure psycho-affective archaïque et néanmoins impérieuse, quelle que soit l'époque, y compris la nôtre, c'est-à-dire un désir primordial pour l'attestation, pour la certitude. Et ce faisant, Descartes lui-même renforce ce trait de la passion de certitude, après l'avoir mise à l'épreuve, car évidemment le doute est lui-même à la fois conditionné par cette passion et vecteur de celle-ci. La certitude, en effet, tout apparemment prophétique qu'elle soit, étant bien entendu aussi la première vocation de Descartes. Donc voilà, j'ai voulu marquer avec ce petit détour par l'histoire de la philosophie ce dont il est question quand on traite le management, c'est cet écart, cette démarcation entre la délibération et la certitude assénée par un argument d'autorité de type langue magique, langue machinale, langue totalitaire, comme le pressentait Arendt. Donc nous avons maintenant un premier marqueur entre ce que détermine la langue des signes, la langue des signaux, la langue machinale et prophétique, la langue des mages,
la langue de l'exécution en fait, et ce que détermine la langue du doute, de la délibération, en un mot de la raison. Et ce marqueur démarquerait quoi, justement? Peut-être bien justement la barbarie de la civilisation, ce qui est somme toute classique. Ce propos rejoindrait d'ailleurs un autre texte écrit 20 ans plus tôt que le traité de Spinoza, par Pascal cette fois, et qui est son traité du vide, dans lequel il fait la critique suivante de l'autorité et de l'argument d'autorité. Il n'en est pas de même des sujets qui tombent sous le sens et sous le raisonnement, dit-il, par opposition à ceux qui ne tombent pas sous le sens et sous le raisonnement et qui sont d'un niveau plus élevé, disons. L'autorité y est inutile, dit Pascal. La raison seule a lieu d'en connaître. Donc valider que la langue des signes serait aussi une langue d'avant la raison, ce qui est un des rares points de conciliation possibles entre Spinoza et Pascal, et Platon, reviendrait bien à assimiler le management comme appareil sémantique magique à la barbarie. Mais aussi à assimiler la barbarie elle-même à une sorte d'ancestralité, pour ne pas dire à une nature, dont la résurgence est toujours menaçante, et même imminente. Les deux mots menaçant, imminent, ayant d'ailleurs la même étymologie. On est vraiment ici au cœur de la doctrine classique au sens le plus large, consistant à penser, si ce n'est à dire d'ailleurs, car c'est aussi structurant que très peu formulé, que la première détermination de la raison et donc de la civilisation, si vous m'autorisez ce raccourci provisoire, est bien sa précarité. Et à notre époque, le management serait donc le dispositif de précarisation de la raison et de la civilisation. Cela aussi bien si nous sommes fidèles à l'enseignement des classiques qu'attentifs à la rumeur publique actuelle. En un mot, cette rumeur pseudo-philosophique qui accourt assez généralement à propos du management, ce serait finalement cela, de lointaines sources, mais de sources certaines, on vient de le voir. Le management serait, en tant que langue des signes, un instrument totalitaire, une langue seulement prescriptive, seulement prophétique, une langue de l'asservissement, et qui préparerait donc, voire précipiterait, avec douceur, ou des simulacres de douceur, la barbarie. On ne tue pas les gens, pas encore, dans des camps, mais on les tue à la tâche. Et au passage, on leur confisque quasiment dans l'œuf, parce qu'on observe que le management, en ce moment même, essaime hors de l'entreprise, dans les écoles, dans les familles, dans les institutions publiques. Un ami prêtre me disait il y a 15 jours, même dans l'église. Et finalement, ce qu'on leur confisque quasiment dans l'œuf, ce sont des biens aussi précieux que ce que Heidegger appelle la pensée méditante. Le management comme Göstel, ou plutôt comme Marenschaft, c'est-à-dire l'impérieux, l'injonction, l'exécutoire sans recul, pour les enferrer dans une servitude, d'abord certes involontaire, mais une servitude si pernicieuse, si compensée par des futilités illusoires que le plus grand risque est bien qu'elle devienne, ou qu'elle soit déjà devenue, volontaire. Le cauchemar de la Boétie, en quelque sorte, qui dans sa jeune et fulgurante inspiration avait envisagé le pire dès le début du XVIe siècle dans son fameux discours. Entre civilisation et barbarie, nous savons bien qu'il s'agit d'une opposition logique, philosophique et historique. La civilisation serait la forme ou la formation, si l'on retient un sens actif que je préfère, d'un certain rapport que j'appellerais consensus sémantique, éthique et esthétique. Et par opposition, la barbarie serait le processus de délitement, de destruction ou d'empêchement de ce consensus. Deleuze encore nous aiderait à le penser, et grâce à Spinoza, il nous dirait que la barbarie provoque la rupture d'un rapport vertueux dont chaque partie profitait, et que dès lors, c'est ce rapport même, dit ici de civilisation, qui n'est plus effectué,
terme deleuzien par excellence. En cela, la barbarie est le nom d'une perte de sens, d'une perte de vitalité, d'une perte de joie, de toute communauté politique et même juridique possible. En revanche, entre management et barbarie, la relation serait, on l'a vu, le contraire même d'une opposition. Serait. Ce que j'ai prétendu ou feint de prétendre à l'instant est donc plutôt que pour beaucoup de gens, dans la tradition la plus relevée, de même que pour le Kidam, le management serait un peu le col blanc de la barbarie. Et que sur le fond, et notamment le fond éthique, ces deux notions seraient pour le moins théoriquement et opérationnellement concordantes. Eh bien, on va essayer de voir que les choses ne sont pas si simples. La difficulté au terme de ce long préambule, et c'est une difficulté que je trouve extrêmement féconde, c'est que l'intitulé même de ce congrès tienne non pas en un ou deux diptyques bien clairs et bien repérés, et qui nous auraient permis de faire de la philosophie quasi conventionnelle, mais que vous ayez choisi un triptyque, management, civilisation et barbarie. Et un triptyque qui complique tout. Parce que si je sais ce qu'est la civilisation par rapport à la barbarie, un rapport de contrariété absolue, et que si je sais ce qu'est lui aussi le management par rapport à la barbarie, un rapport supposé d'identité, pour beaucoup de gens en tout cas, si ce n'est formel du moins réel, je ne sais pas du tout, je ne sais pas encore, quel rapport philosophique établir ou découvrir entre management et civilisation. Or, vous pourriez me dire que puisque le management est réputé avant-coureur ou avant-courrier de barbarie, et que la barbarie est le contraire de la civilisation, alors le management serait aussi, par transitivité, le contraire de la civilisation. Ce serait identiquement à la barbarie que le management s'opposerait à la civilisation. Il y jouerait le rôle d'une cinquième colonne, minant les dispositifs de sauvegarde civilisationnelle afin de précipiter l'effondrement ou d'empêcher la formation ou la permanence du consensus sémantique, éthique et esthétique dont j'ai parlé. Mais nous, philosophes, nous ne pouvons pas nous en tenir à la réflexion commune, toujours suspecte de relever d'une certaine paresse intellectuelle, d'une certaine facilité dogmatique, d'un certain aplomb idéologique, ça s'est vu, et qui, pour tout dire, ne sont pas autre chose eux-mêmes, et eux aussi, que des ferments de barbarie. Alors, comment nous laisser inquiéter par cette idée du management au point de prendre le risque, soit de valider la première impression qu'il laisse, à juste raison ou pas, à ceux qui subissent directement ou pas ce qui passe pour être du management, soit d'en produire une définition différente, et pour tout dire une définition enfin, parce qu'à ce jour, il ne me semble pas que la définition du management soit encore établie en tant qu'elle serait la même pour tout le monde. Aidons-nous ici d'une réflexion célèbre d'Alain, philosophe Alain, qui se demande quel est le but ultime de Socrate. Que les mots aient toujours le même sens pour tout le monde. C'est en d'autres termes réaliser le contraire même de la barbarie. Cette soupe lexicale et comportementale dans laquelle chacun beugle son propre idiome. Et quelle est la civilisation déterminée comme l'espace dans lequel les mots ont toujours le même sens pour tout le monde? C'est exactement et à proprement parler la République. Donc notre mission républicaine et aussi notre exigence philosophique sera donc de tenter de produire une définition du management, la même pour tout le monde, en la situant à son point d'équilibre, s'il en est, tel que déterminé par la gravité
conceptuelle de notions par ailleurs, elles déjà bien connues, la civilisation et la barbarie. On peut à cet égard observer que le fait managérial appartient à une époque, la nôtre, et qu'il consiste dans un espace, dans une ère géographique, où les jeunes enfants sont accueillis en classe, où les plus ou moins jeunes adultes sont, en droit en tout cas, admis à acquérir des savoirs techniques et scientifiques, où globalement les gens âgés qui ne peuvent plus travailler ne sont pas abandonnés à leur sort, où les malades sont pris en charge, où les gens sans travail bénéficient d'une certaine solidarité, où la préoccupation environnementale, peut-être encore trop timidement d'ailleurs, mais commence tout de même à prendre consistance et à exercer une certaine influence sur la décision politique. Vous voyez la conférence Paris-Climat 2015. Bon an, mal an, quels que soient les risques qui pèsent sur ce modèle solidaire et déterminé par des considérations d'intérêt général, on peut remarquer de bonne foi que ces fondamentaux font tout de même l'objet d'un consensus éthique traduit en action politique relativement constante, elle-même garantie par un appareil juridique globalement stable et même fléché positivement, pour ce qui concerne l'environnement par exemple. Or, il se trouve que c'est bien dans ce type de société, dans ce bain-là de civilisation, que le management s'actualise. A contrario, dans les sociétés dans lesquelles ce type de rapport qu'on appelle une civilisation n'est pas effectué, les despotismes, le management n'a pas voix au chapitre. Ou alors parlerait-on encore de management s'agissant d'organisation du travail strictement verticale et n'ayant de sens que dans la simple exécution des consignes et des protocoles définis de manière strictement autoritaire, prophétique, si l'on veut retenir le sens spinozien de ce terme. Donc voici donc une curiosité. Il se trouverait que le management, complaisamment décrit comme le fer de lance, certes moucheté, de la barbarie, n'aurait cours que dans des aires civilisées. Alors si l'on est de bonne foi, cette idée pose un problème. Parce que vous pourriez m'objecter qu'ailleurs, dans des aires autres que civilisées, il n'a pas d'utilité puisque la barbarie a déjà triomphé. Je pourrais peut-être accepter cette remarque. Le management opérerait insidieusement pour saper la civilisation et permettre que surgisse la horde barbare des profiteurs, des cupides, des vampires. Et donc là où ils sont déjà à se repaître des dépouilles de leurs victimes, le management n'aurait plus de raison d'être. Le management comme avant-garde ou comme étrave de la barbarie, et aussi comme son paravent, n'aurait de justification que précisément à l'intérieur des civilisations. Bon, laissons ouverte cette hypothèse pour le moment, que je pense à la fois séduisante, un peu trop facile, et posant à ses inventeurs et à ses promoteurs des problèmes logico-philosophiques sans doute insurmontables, mais j'y reviendrai. Un autre élément de réflexion ou d'inquiétude philosophique est apporté entre autres par Yves Michaud, notamment dans son ouvrage « Qu'est-ce que le management responsable ?», dans lequel il est remarqué d'emblée que le management peut être responsable, précisément dans le sens que je dirais lévinatien, de répondre d'eux. C'est-à-dire qu'il s'inscrirait alors dans une structure de la prise en compte, de la prise en charge d'un bien commun, par exemple une entreprise, et que ceux qui sont en charge de sa gestion doivent en effet en répondre. Ghislain Deslandes, bien connu ici, approfondit ces points dans son essai paru en 2013, notamment dans le chapitre 2, intitulé « Le gouvernement de soi constamment rapporté à Socrate », qui est un titre à la manière de Kierkegaard, bien dans sa plaisante façon, et dans lequel il souligne qu'un manager digne de ce nom, c'est-à-dire correspondant à la définition du terme, est aussi et d'abord constitué en être moral, c'est-à-dire voyant juste, parlant vrai, hein, c'est la parésia en grec, travaillé par Foucault, le parler vrai, travaillé par Foucault dans son cours du Collège de France en 82-83, et soucieux, ce manager, du bien commun, au moins autant que du sien propre.
on voit que cette idée du management, toute moderne qu'en soit la notion, est repérable dans une généalogie qui, elle, remonte loin d'ailleurs. Le management, c'est-à-dire étymologiquement l'art de ménager, de bien gérer, de bien agencer, de bien conduire, si vous voulez, on en trouve trace dès l'Antiquité, chez Xénophon par exemple. Mais encore, comme le rappelle Thierry Ménissier, dans sa leçon de l'année dernière du séminaire Variations philosophiques sur le management, le séminaire dirigé par Justin Deslandes au Collège international de philosophie, et dans lequel vous êtes intervenu récemment, Baptiste, ce que Machiavel met en pratique, alors qu'il est régisseur de domaines princiers, Machiavel, n'est rien d'autre non plus que la perpétuation d'une tradition classique du management, du ménager, du menagiare en italien, issu de manus en latin, c'est-à-dire maintenir en ordre la maison. Maintenir en ordre la maison. Ce qui suppose un bon agencement des parties de cet ensemble, qu'on appelle une maison ou un domaine, et un bon agencement sans cesse réajusté en fonction des circonstances. Optimisé, dirait-on aujourd'hui. D'ailleurs, Ménissier rappelle que le domaine, en italien de l'époque, il stato, le domaine et non l'état, est le cercle rapproché, la maison, la maisonnée, les gens et les choses, et les usages où gens et choses consistent conjointement, et dont la prospérité et la postérité sont le but commun et éminemment celui du manager, dont c'est d'ailleurs le seul but. Ce qui est donc curieux, c'est que vous avez d'un côté un management honni, qui est présenté comme le faux-né de l'exploitation capitaliste à outrance, pour dire le mot, qui prendrait des guises civilisées tout en poursuivant hypocritement le même dessein d'assèchement total, de consommation sans vergogne, de consommation sans lendemain, passant par la mise au pas des travailleurs asservis à des objectifs néfastes pour eux-mêmes et pour l'humanité, l'humanité comprise d'ailleurs en nombre et en genre. Le management comme avant-garde masquée de la barbarie, donc, ce qu'on a dit au début. Et d'un autre côté, nous aurions un management qui, on l'a vu, grâce aux quelques repères que j'ai précisés dans la tradition philosophique elle-même, il y en aurait bien d'autres, apparaît plutôt comme un fleuron de la civilisation. Vous voyez l'écart, la contradiction. Donc nous sommes bien là, aux prises avec une notion du management dont la définition n'est pas du tout achevée, dont l'unité éthique n'est pas du tout réalisée. À vrai dire, aujourd'hui, si l'on veut être tout à fait honnête, à la question « qu'est-ce que le management ?», on est bien obligé de répondre que le management est d'abord une contradiction. Et c'est une contradiction parce qu'on voit bien qu'il est à peu près ce que chacun veut y mettre. Et qui, pour reprendre mon liminaire, appartient tantôt à la constellation sémantique, éthique et esthétique de la civilisation, et tantôt à la nuée des caractéristiques fâcheuses de la barbarie. Rien, aucune notion n'est en réalité plus équivoque et plus contradictoire que le management. Est-ce qu'on peut dépasser cette contradiction? Et si oui, comment? Je voudrais évacuer assez vite une trivialité qui consisterait à penser que le management a ou aurait bien commencé, entre guillemets. On se rappelle Socrate, Xénophon, Machiavel, et puis qui là ou qui l'aurait irrémédiablement mal tourné depuis en gros l'essor du capitalisme, renforcé plus récemment par le dévergondage de ce qu'on a désormais coutume d'appeler l'ultralibéralisme, lequel aboutit à un type de rapport destructeur de tout autre rapport, qui s'assimile un peu à ce que Rousseau écrit dans le contrat social. Là, je ne résiste pas au plaisir de le citer. Je fais avec toi une convention tout à ta charge et tout à mon profit, que j'observerai tant qu'il me plaira et que tu observeras tant qu'il me plaira. Ainsi, y aurait-il eu un bon management jadis, dans les temps glorieux, et un mauvais depuis? Si oui, de quand date le tournant? On pourrait risquer une explication engelsienne
je n'ose pas dire marxiste parce que Marx n'est jamais si sommaire, qui consisterait à dire, dans le droit fil d'une anthropologie peut-être un peu surannée, que le tournant date de l'industrialisation. Qu'avant cela, nous avions un mode d'organisation civilisé, et que depuis, l'industrialisation ayant produit des prolétaires et concomitamment des plutocrates surenrichis par le travail prolétarien, nous aurions un management barbare ou annonciateur ou fauteur de barbarie qui n'aurait de civilisé que finalement que son formalisme, que ses dehors bourgeois, pour dire le mot. En réalité, même Engels ne le dirait pas ainsi, parce que pour lui, les signes, encore eux, les signes de l'aliénation ou de l'exploitation, selon qu'on choisit un vocable marxiste d'après ou d'avant les manuscrits de 44, est finalement sans date. Elle s'enracine dans une espèce de déviance originelle à partir d'une fiction de droit naturel ou d'état de nature perverti. C'est un modèle purement mythologique de scène primitive dévoyée, si vous voulez, ou biblique, si vous voulez. Mais disons tout de même que selon ce modèle historico-anthropologique, le mal n'en finit pas de croître. On ne sait pas ni quand ni si il a commencé un beau jour, mais on sait en tout cas qu'il empire tous les jours et que ça va mal se terminer, et y compris pour le capitalisme lui-même, ainsi que pour son petit lieutenant de bonne mine qu'on appelle le management. Je ne dis pas qu'il n'y a rien à retenir dans ce type d'analyse. Je suis le premier à penser, par exemple, que le XIIIe siècle français, que la doctrine de la Troisième République avait à dessein dépeint comme le piteux Moyen-Âge, celui de l'obscurantisme, du despotisme, de la barbarie déjà, était en fait un siècle assez lumineux, dans lequel il me semble que la distorsion sociale et symbolique entre un serf et son seigneur était moins marquée que celle d'aujourd'hui, entre d'une part un chômeur de longue durée en fin de droit désocialisé, et d'autre part un nabab de la city. Mais cependant, il existe aussi de nos jours, en France notamment, ne serait-ce que dans le droit social et dans la pratique ordinaire des entreprises, de certaines entreprises, de très nombreux cas d'organisation plutôt vertueuse du travail, dans lesquels les managers, justement, ont intégré que le bien-être au travail est gage de réussite individuelle et collective. Que privilégier des fournisseurs socialement et environnementalement fiables est une façon plus certaine de maintenir durablement sa maison que de se tourner vers des flibustiers. Et que la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises, sur laquelle travaille notamment Emmanuel Picavet à Paris 1, n'est pas qu'une lune évanescente, mais bien un point d'appui pour le développement harmonieux d'une entreprise dans son écosystème, business cité. Le management était-ce donc mieux avant? Autant d'exemples l'attestent et autant montrent le contraire. En un mot, il y a eu des systèmes anciens d'organisation du travail ou d'organisation sociale qui furent des monstruosités au regard d'une définition idéale du management. Je pense à Ithaque, abandonné aux prétendants en l'absence d'Ulysse, c'est-à-dire à la goinfrerie, à la cupidité, ce que Platon appelle la pléonexia, l'insatiabilité irresponsable. Et il y en eut aussi, peut-être, d'excellents dans le passé. On a tendance à réhabiliter en ce moment, par exemple, l'organisation du travail d'édification des pyramides d'Égypte. En tout cas, il est certain qu'il en existe aujourd'hui même à la fois d'exécrables, d'une part, l'extraction de pierres précieuses au profit de grands groupes effectuée par des enfants dans des boyaux de mines en Afrique de l'Ouest, la confection de vêtements dans des usines de textiles asiatiques où des esclaves s'exténuent à produire des objets dont la vente ici même dans nos pays profite là encore à des groupes dominateurs et sans scrupules, etc. En Europe et en France même, les exemples répugnants ne manquent d'ailleurs pas. Mais d'autre part, à contrario,
On connaît des entreprises dans lesquelles ce qu'on appelle les parties prenantes sont prises effectivement en compte. Donc, existe la naïve détermination chronologique d'un management qui dériverait de son meilleur hypothétique vers son pire historique, de la civilisation à la barbarie, en quelque sorte. La dérive, si elle a bien lieu, existe toujours déjà. Ces occurrences sont donc toujours possibles. Le tournant barbare, comme le tournant civilisationnel, ne sont donc pas des circonstances du management, ni même des accidents, au sens d'Aristote, sum bebexos, des accidents, mais sa substance. Et c'est à ce niveau générique, radical, que je veux essayer de maintenant situer ma réflexion. Quelle est-elle? S'il est si agréable et profitable à tous que la maison soit prospère et durable, alors comment se fait-il que les choses ne tournent pas systématiquement ainsi? C'est une question certes classique, mais néanmoins obsédante. Et qu'elle soit obsédante constitue même sans doute la raison pour laquelle elle est devenue classique. C'est une question plus vaste d'ailleurs. Video meliora, proboque, deteriora sequor. Fait dire Ovide dans les Métamorphoses à Médée. Je conçois le bien, mais je suis attiré par le mal. Mais je fais le mal. Qu'est-ce qui fait que les hommes puissent à chaque instant, comme si c'était leur possibilité la plus propre, pour reprendre une tournure heideggerienne, dévisser dans une pratique mauvaise, dont ils savent qu'elle l'est, et que même elle l'est pour eux-mêmes, à plus ou moins brève échéance? C'est la question des questions, pour moi. Et elle n'est jamais réglée. Dans la philosophie antique, par exemple, et jusqu'à Kant, en gros, qui marque une césure dans le continuum de la philosophie morale, si je fais le mal, c'est par ignorance. Et si les Grecs construisent cette idée du mal par ignorance, c'est sans doute parce que le concevoir comme conscient de soi, comme tel, ce mal, leur est insupportable. Comme leur est impensable la positivité du néant. Et comme la positivité du mal et celle du néant resteront impensables pour toute la philosophie classique, d'ailleurs, ainsi, je ne peux pas, si je suis un grec, mais non plus du point de vue de Descartes ou Spinoza ou Leibniz ou Wolff, faire le mal sciemment. Je ne peux pas. Consciemment. Si je le fais, c'est à la suite d'une erreur de jugement. Il faut attendre le XVIIIe siècle tardif, ou alors avoir bien lu les pères de l'Église, pour comprendre que je peux faire le mal par goût, par penchant, alors même que la raison et ou que mes principes moraux les plus authentiques pourtant s'y opposent. Eh bien, dans le cas du management, ce qui va donc m'intéresser, j'espère vous intéresser, c'est le moment. Toujours possible, hein, on l'a vu, toujours possible, le point de bascule, le tournant, disais-je. C'est ça que je trouve passionnant d'analyser, où le tournant, le moment où celui qui est ou serait en situation de manager va renverser l'échiquier, va détruire l'agencement vertueux, le rapport de civilisation dont pourtant il procède lui-même apparemment, pour instaurer ou instiller un nouveau rapport nocif, toxique pour tous les autres rapports, et aussi pour lui-même à terme. Je crois que c'est ainsi, et pour tout dire uniquement ainsi, qu'on peut pointer une définition valable du management. Et puisqu'on en est à la définition, je crois utile de faire un point de méthode rapide. En effet, produire une définition, c'est pas possible finalement si on se place comme au centre du champ de force d'une notion, du champ de force, entre guillemets, d'une notion, et qu'on regarde d'assez loin les frontières de ce champ, là où commencent les turbulences éventuelles, les crises, les césures, les effondrements. Ce serait comme produire la définition de l'État du point de vue même de sa pétition institutionnelle.
du point de vue de sa pleine officialité. On n'arrive jamais à rien produire de philosophiquement valable en pratiquant ainsi. Non, une définition se repère, se remarque, s'exhibe là où elle a lieu comme définition, justement, sur les limites, sur les frontières, c'est-à-dire quand quelque chose menace de devenir autre chose, quand est là où cette chose libère la possibilité de son propre alien, de son propre monstre. C'est bien là qu'une chose peut être atteinte dans sa définition même. Sinon, on dirait du nazisme, c'est l'engouement populaire, c'est la fin du chômage, c'est la voiture du peuple, et on aurait dit quoi du nazisme en tant que tel, si on ne se portait pas plutôt sur sa limite, là où surgit son monstre, qui est aussi en propre sa définition, c'est-à-dire le génocide des juifs, des tziganes, le massacre des malades mentaux et des homosexuels, l'asservissement des peuples, le dogme raciste. Vous pouvez aussi essayer de faire une définition du stalinisme en passant par ses propres devises et principes proclamés. Beaucoup s'y sont essayés, jadis, mordicus. Si vous ne dites pas le goulag, les famines organisées, le délire paranoïde conduisant aux oppressions et répressions majeures, vous n'aurez rien dit du stalinisme. La bonne question est donc, quelle est la définition du management par son propre monstre? Ce que je pense au fond, ce que j'essaie de penser au fond, c'est que la définition du management, ange ou bête, n'est pas possible en vérité. Si l'on ne fait pas l'effort d'entrer maintenant dans la tête, et même dans le cœur, d'un manager, du manager lui-même, et de repérer non pas tant quand et où sort le monstre du management, mais celui du manager. Quand et comment le manager devient-il ou peut-il devenir ce monstre qui campe aux limites définitionnelles civilisées du management? Comme les titans et les géants défaits par les Olympiens campaient aux limites du monde connu, du monde mesuré. Bon, je conduis en effet une réflexion très dépendante de la phénoménologie de la vie, telle qu'élaborée par Michel Henry, et selon laquelle il est bien improbable de produire une définition pratique de quelque chose comme une notion, management, qui en elle-même n'a rien de praxique. J'entends par praxique vivant et en œuvre dans et par la vie. Le travail est une praxis, par exemple. Le management, en tant que tel, le management comme notion, en tant que notion, il se conçoit, il s'applique, il se critique, il s'améliore, il se détériore, mais en lui-même, il n'agit pas. En lui-même, il est apraxique. C'est une notion, une simple forme produite par l'intellect et qui n'a de sens que pour lui. Bref, c'est une abstraction. De même qu'on n'a jamais vu une classe sociale travailler, c'est un exemple que Henri prend dans son Marx, que rappelle Grégory Jean, ni la plomberie réparer un robinet, mais que c'est chaque fois un homme, chaque fois un vivant qui travaille, et peut seul travailler. De même, un train n'entre jamais en gare, car un train n'entre nulle part. Entrer quelque part, et où que ce soit, est une praxis. Non plus qu'une table ne touche un mur, ou une assiette, une table, car toucher est une praxis. C'est par métaphore, par personnification en l'occurrence, qu'on prête aux objets un pouvoir d'affecter ou d'être affecté, qu'ils ne sauraient absolument pas détenir ni exercer, puisque justement, ils ne sont pas en vie. C'est pourquoi je m'attache maintenant à travailler sur le manager, plus que sur le management. Être en vie, c'est quoi? Être en vie, c'est quoi? C'est pouvoir éprouver. Et c'est aussi, et autant, ne pas pouvoir ne pas éprouver. Michel Henry montre que ce qui éprouve et ce qui est éprouvé
par les vivants, dans leur chair, c'est d'abord la vie elle-même. La chair est véritablement l'instant ou l'instance de l'éprouvé chez Henri. Et ce n'est pas du tout le corps. Donc ce qui va m'intéresser, pour essayer de percer à jour ce à quoi ressortit ultimement le management, c'est d'examiner le processus phénoménologique de son apparaître, de sa manifestation, au type de vivant qui concerne au premier chef le manager. Qu'est-ce donc alors qu'un manager? En phénoménologie de la vie, nous formulerions ainsi cette question: de quoi un vivant s'affecte-t-il ultimement, qui se réalise socialement dans un rapport, dans une manière d'être, dans un mode, si vous voulez, qu'on appelle le management? Il me semble qu'un manager, en tant que c'est un vivant, ne s'affranchit pas plus que n'importe quel autre vivant des réquisitions insurmontables de la vie elle-même. Quelles sont-elles? S'éprouver toujours elle-même davantage dans et par l'épreuve de soi. Ça signifie que ce que font les vivants toute leur vie, à chaque instant, ici même, c'est s'efforcer à s'éprouver comme vivant. C'est-à-dire à éprouver ce sentiment absolument premier et condition transcendantale de tous les autres sentiments qu'on peut éprouver. Transcendantal, en philosophie, pour les non-philosophes éventuellement qui y auraient tissé, c'est le terme qui désigne ce qui rend possible quelque chose. Et ce sentiment absolument premier et condition transcendantale de tous les autres sentiments qu'on peut éprouver, c'est celui de se sentir en vie. Aucun sentiment ne peut être éprouvé par quelqu'un qui, par hypothèse, ne serait pas un vivant. Or, la vie elle-même n'est rien d'autre, chez Henri, que le sentiment qu'elle a d'elle-même en chaque vivant, en chaque instant charnel de chaque vivant. Si j'ai peur, si j'ai soif, si j'ai faim, si comme toute chair éprouvée, éprouvant, je suis sans cesse dans le manque et donc dans le besoin, et que ce manque et ce besoin m'affectent sans cesse de sentiments de joie ou de souffrance, selon qu'ils sont satisfaits ou non, je n'éprouve ces deux sentiments cardinaux de joie ou de souffrance, et secondairement tous les autres sentiments possibles, que parce que d'abord la vie s'incarne dans la chair que je suis, dans cet apparaître à moi-même primordial, qui se joue dans un avant phénoménologique absolu, acosmique, d'avant le monde, radicalement invisible, d'avant les relations, alors ça j'expliciterai ça après parce que là je pense que c'est un peu difficile, d'avant les relations intentionnelles décrites dans la phénoménologie de Husserl par exemple. Or cet avant du monde, où je m'éprouve moi-même comme vivant dans le mouvement même de la vie, se donnant à elle-même dans la chair qui me devient, et dès lors dans ma chair, est vraiment le fond, le fundamentum inconcussum de Descartes, le socle d'apodicticité de toute philosophie possible. L'attestation du réel est ce que j'éprouve, et que ce que j'éprouve est absolument indubitable. Je prends un exemple. Si je rêve que je tombe, c'est un exemple que prend Henri, ça directement puisé à la source, c'est-à-dire dans Descartes, en tout cas à sa manière, dans le traité des passions de l'âme. Si je rêve que je tombe dans le monde, c'est-à-dire dans le règne des corps, je ne tombe pas, je ne me casse rien. Mais dans la vie, c'est-à-dire dans le sentiment que j'en ai, dans le vécu proprement dit, dans la pure praxis vivante, l'éprouvé de ma chute est absolument certain. Autre exemple, quand Descartes dit « je pense donc je suis », il va présenter lui-même la cogitatio comme un sentiment.
C'est peu relevé, ça, mais c'est bien comme ça que ça se passe. Chez Descartes, tel que le montre Henri dans les 2 premiers chapitres de la généalogie de la psychanalyse. Penser, c'est toujours avoir le sentiment de penser. Adcerte videor videre, audire, calescere, etc. Videor, il me semble que, j'ai le sentiment que.